Comment est-ce que vous abordez la suite de votre travail? Mais de toute façon, un auteur ne doit pas penser à ça. On écrit d'abord parce que c'est vital. Bonjour, c'est Edouard et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Festival européen du film fantastique de Strasbourg, édition 2021. Qu'est-ce qu'on est content d'être là, David? Je suis super content, je suis heureux même. Non, le Festival de Strasbourg, faut le faire, ça déchire, c'est... Surtout que l'année dernière, on n'était pas là, on n'a pas pu le faire, on était tellement tristes. Mais exactement, parce qu'il n'a pas eu lieu aussi. Il n'a pas eu lieu, il a été annulé à cause du Covid, l'enculé de Covid. Et ça fait 3 ans qu'on le fait, hein, et... C'est un bon festival, faites-le, il y a du monde, c'est familial, il y a des bons films, il y a des bons réalisateurs qui viennent présenter le film et tu peux poser toutes les questions que tu veux à la fin. Beaucoup de Q&A, ouais, et il y a beaucoup de compétitions, il y a des crossovers, compétitions internationales, courts-métrages, animations, il y a même des trucs de jeux vidéo. Franchement, et les personnes qui bossent dans le festival sont cool aussi, donc ouais, franchement, tous les bénévoles sont sympas, tout le monde, enfin, c'est vraiment bonne ambiance. Festival chouchou, hein, pour moi. Ouais, festival chouchou, vraiment. Festival chouchou, vraiment. On apprécie beaucoup Strasbourg, en plus c'est une belle ville, voilà, et il y a des voitures qui passent qui font du bruit. Alors ça, c'est pas cool par contre. Voilà, c'est un fond sonore. C'est un fond sonore, c'est vrai. Bon, bref, arrêtons de digresser, David. Nous allons aujourd'hui parler. Tu connais pas le mot digresser? Si, ouais. Non. Disgrace. C'est pas disgrace, c'est disgraces. Ce qui veut dire que tu pars d'un sujet et tu parles d'autre chose à la fin. D'accord. Merci. Voilà, je t'explique les mots. Je suis maître Collard. Ça n'a rien à voir. C'est un avocat. Je voulais dire celui qui travaille. Bon, bref, au chiffre et aux lettres. C'est qui? Chiffre et des lettres. Chiffre et des lettres, oui. C'est ce que c'est des lettres. 9 lettres, avec enculage au pluriel. Donc, nous allons vous parler d'Inexorable de Fabrice Duvels, qui était présent à la séance pour un petit Q&A. Vous verrez à la fin de la vidéo aussi, oui, voilà. Une petite interview. Petite interview, peut-être, suivez. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, évidemment, vous serez surpris. De quoi ça parle, Inexorable? David, vas-y, si tu as envie, on fait ça à deux. Voilà, c'est une petite famille qui s'installe dans un château. Enfin, lui, c'est un écrivain. Elle c'est une descendante d'une famille de riches. Il s'installe dans le château tranquillement, dans un petit village à côté de Bruxelles, enfin, en Belgique. Et là, il y a une fille qui apparaît de nulle part. Qui est visiblement à la recherche de ce château, vu qu'elle regarde dans les journaux, elle se dit à la recherche de cette famille, surtout. De cette famille, oui. Voilà. Donc en fait, au début du film, elle trouve le chien qui s'était égaré, et grâce à ça, elle connecte avec l'enfant de l'enfant de Pelvoorde, de la famille, voilà. Marcel, viens voir. Présentez Gloria. Et grâce à ça, après, elle va apprendre des tricks aux chiens, notamment donne la patte, machin. Des tricks, mais oui, enfin oui, des tricks. Des tricks, oui, voilà. Pas des tricks, elle va pas l'apprendre à bander, ça n'a aucun sens. Et donc du coup, voilà, elle lie d'amitié d'abord avec la fille, et puis après, la mère, elle se dit, ça pourrait être la nounou, et après, par une subtile manipulation de Gloria, c'est le nom de la fille. Elle joue super bien. Hein. Elle joue vraiment très très bien, et donc elle manipule un peu la famille pour arriver à intégrer la famille et être la sorte de gouvernante, la nounou, à plein temps. Mais je trouve que cette manipulation est très bien faite. Elle est très bien faite, c'est très malin. Non, mais elle est très maline, la meuf. Ouais. Donc voilà, donc c'est une nana qui a l'air d'avoir 20 ans, elle en a 25-26 sur le tournage, mais elle fait assez jeune. Tu crois que je peux demander à Gloria de s'occuper de la petite? En gros, elle vient foutre la merde dans la famille. Voilà, petit à petit, elle fout la merde dans la famille, ça monte crescendo, bien sûr. Donc voilà, donc le père est joué par Pelvoorde, Benoît Pelvoorde, et qui joue extrêmement bien. On n'a pas l'habitude de le voir dans ses rôles. Dans des rôles un peu dramatiques, très sérieux. Et on voit qu'il a de la carrure, et on voit qu'il a de la bouteille, quoi, le Pelvoorde. Ouais, surtout que, littéralement, il a de la bouteille parce qu'il picole un peu dans le film, il fume et tout. Bon, bref, c'est un écrivain un peu torturé qui a du mal à écrire, et parce qu'il a eu un best-seller, donc du coup, qui s'appelle Inexorable, donc c'est le nom c'est son best-seller, et sa femme, comme elle est éditrice, c'est elle qui a édité, si je dis pas de conneries, avec l'entreprise de son père, son livre. J'aime beaucoup ce que vous faites. Pourquoi vous l'avez lu? Surtout Inexorable. Elle a envie qu'il réécrive et qu'il fasse un nouveau best-seller. Donc voilà, donc c'est tout le tourment du créateur, un peu l'angoisse de la page blanche, vu qu'il n'arrive pas trop à écrire, et le fait qu'une nouvelle nana un peu mignonne arrive et commence à le titiller parce qu'elle lui fait du rentre-dedans en lui disant que c'est une grande fan qui a lu tous ses livres 100 fois, et elle lui récite des passages du livre Inexorable par cœur. Il est là, mais il fait what the fuck, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'es trop belle. Quelqu'un m'apprécie vraiment et elle est jeune et tout, ça me titille, quoi, tu vois. Et on voit qu'il a une petite flamme pour elle aussi. Oui, clairement. Et donc voilà, elle le chauffe, ça va pas trop avec sa femme, ça crée des dissensions avec sa fille, ça fout le bordel dans sa vie. Donc c'est
un home invasion. Un home invasion. Familial, mais qui va crescendo. C'est pas en mode j'arrive avec la hache, je veux tous vous tuer. Non, c'est un peu à la Esther. Le film américain, si vous avez vu Esther, c'est un peu pareil. Voilà, bon, c'est un peu moins putassier quand même, mais c'est moins putassier, mais ouais. c'est voilà. D'où tu la connais exactement? Qu'est-ce que tu sais d'elle? C'est vraiment l'entrée dans cette famille qui va se faire crescendo et qui va être de plus en plus weird, quoi, de plus en plus bizarre. Et à chaque fois, il va se passer des choses de plus en plus bizarres et qui vont être hors de contrôle. Jean-Claude Van Damme. Oui, parce que je dis des mots en anglais, je trouve plus en français, c'est ça. Mais ouais, ça va être de plus en plus incontrôlable. Et c'est ça. Et Pelvorth va se retrouver dans la merde. Il a un terrible secret qu'il va essayer de garder, mais voilà, vous découvrirez dans le film s'il va y arriver ou pas. Et vous allez comprendre pourquoi il a du mal à écrire aussi son livre. Oui, voilà. Donc il y a plein de choses. Le scénario est vraiment super bien écrit. Très bien fait. Ils n'ont pas eu beaucoup de budget aussi pour ce film. Non, c'est clair, c'est un film c'est assez petit budget. Faut bien signaler ça. Voilà, il y a des effets gore par-ci par-là qui font penser un petit peu à Grave. Moi, il m'a fait penser à Grave de Julia Ducournau. Oui. Vous comprendrez notamment dans une scène qui est exactement la même que dans Grave. Pareil, pareil. Puis il y a une scène de danse aussi. Voilà, Ducournau aime beaucoup la danse. Voilà. Donc c'est une question que je vais poser à Fabrice Duvels dans l'interview, vous verrez. Donc je vous le conseille. C'est la teuf là dans les cloches. Là c'est la teuf, c'est Hells Bells de... C'est ça, de ACDC. ACDC. On a été happé par le film, c'est vraiment, tu as envie de savoir, tu as envie de découvrir quels sont les secrets, tu as envie de... Voilà. T'as envie de connaître la suite, quoi. Est-ce que tu as envie qu'ils s'en sortent? Putain, on se fait attaquer par des bugs. Par un platane. Oui, c'est ça. S'il y en a une qui me tombe sur la tête, c'est fini. C'est petit ange parti trop tôt, voilà. à mon avis. Mais je prends ta caméra, tu me donnes ta caméra. C'est tout ce qui t'intéresse? T'as pas envie de prendre mon super t-shirt Evil Dead? Je prends ta caméra. Et il y a des acteurs de Calvaire aussi qui jouent dedans. Ah mais oui, il y a Berroyer, il y a Jackie Berroyer qui joue le rôle qui s'appelle... Attends, non, parce que c'est pas lui, c'est Bartel, mais c'est pas lui qui s'appelle Bartel. Bartel, il s'appelle Bartel dans Calvaire. Et ouais. Du coup, il y a le Fabrice Duvels Universe, c'est sûr. Oui. Mais voilà, j'ai des théories qui sont folles. Attends, on va faire une pause parce que la moto c'est chiant. Donc ouais, donc du coup il s'appelle Bartel, donc petit clin d'œil évidemment à Calvaire où il s'appelle Bartel aussi. C'est sympa parce que ça fait huis clos aussi, huis clos dans le château, parce qu'on voit très peu de scènes à l'extérieur du château et on se sent enfermé avec la famille. Ouais, puis en plus il y a les plombs qui sautent souvent, la maison est en travaux par rapport aux escaliers. Il y a beaucoup de scènes avec des fondus avec les escaliers qui montrent le tourment de la fille, tu sais, c'est le fameux escargot. Le fameux escargot qui est fondu dans le cerveau. La nana, dans le fondu enchaîné d'après, elle est assise sur des escaliers. Il y a beaucoup cette notion d'escalier, de marche, d'évolution du personnage. Oui. C'est un personnage qui se sent abandonné, qui est en quête de reconnaissance un petit peu. Ils sont tous un peu en quête de reconnaissance. La mère, elle cherche la reconnaissance de son mari. C'est ça. Le mari cherche la reconnaissance du public pour avoir un nouveau livre. Et la gamine, elle cherche un peu des amis, parce qu'elle n'a pas d'amis. Elle cherche la reconnaissance de ses parents, la gamine. De ses parents et des amis, parce qu'elle n'a pas d'amis, comme elle vient d'arriver. Et elle est triste de ça. Et c'est pour ça qu'elle a le chien et que le chien lui... Et c'est ça. Et c'est pour ça que Gloria, pour elle la prend comme sa petite sœur, parce que c'est sa meilleure amie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu un film sur l'abandon, quoi, je trouve. C'est ça, exactement. Mais l'abandon pour tout le monde, quoi. Oui, tout le monde est abandonné dans ce film. C'est ça. Et donc du coup, tout le monde est en quête de quelque chose, et ce qui fait que ça crée des dissensions au sein des personnages par rapport à ce qu'ils ont envie, et que personne n'a envie des mêmes choses. C'est ça, exactement. Il faut bien souligner que le scénario est très bien écrit par rapport à ça aussi, quoi. Ah ouais, donc carrément. C'était une très très bonne surprise. Ouais. Vraiment un très très bon moment de cinéma à encourager. Voilà, Fabrice Duvels, c'est un réalisateur de films de genre qui a fait, comme on a dit, Calvaire, Adoration, Vignane, Alléluia, et le film qui est un peu en dehors de sa carrière. From the King, c'est quoi déjà Je m'en souviens plus. Ouais, un truc From the King, quoi. Bon, bref. Ouais. Et donc voilà, un réalisateur qu'on aime beaucoup ici, chez Driver TV, et donc qu'on vous encourage à aller voir en salle. Oui, allez voir. Évidemment. Message From the King, voilà. Message From the King, très bien. Bon, donc on fait pas de zone spoiler pour cet épisode. Il n'y a pas vraiment une fois que vous avez vu le film, il n'y a pas vraiment de truc où normalement on comprend tout à la fin quand même. Voilà, c'est quand même plutôt clair et explicite. Donc on reconnaît vraiment la patte de Fabrice Duvels et c'est ce qu'on veut, quoi. C'est ce qu'on aime. Et les thèmes qui sont abordés, l'amour, tout ça, on les retrouve. On les retrouve dans ce cinéma qui a été, j'allais dire qui a été un peu délaissé. Non, parce que dans le film Adoration, c'est un film qui est un peu plus poétique, qui se passe plus en extérieur. Voilà, c'est des grands paysages, c'est une espèce de road movie d'enfant. Comme dans Vignane aussi, où on voyage pour rechercher l'enfant perdu. Ouais, on voyage, sauf qu'il y a quand même cette oppression extérieure qui a beaucoup moins dans Adoration, je trouve.
Et là, en termes d'oppression, on est bien, quoi. Ah oui, là On est bien en termes de personnages féminins complètement psychotiques, un peu comme dans Elle de Verhoeven ou quoi. Moi je trouve rien de nouveau, un bon home invasion, huis clos. C'est une petite. Moi j'aime beaucoup le sous-genre de l'home invasion, il est bien, et cette home invasion à la française est vraiment sympa parce que. À la belge, pardon, est très sympa dans le sens où c'est pas que de l'agression en mode je veux absolument rentrer dans la maison. Et c'est pas du too much. Tu vois ce que je veux dire? Disons que quand tu rentres dans la maison, ça se fait de manière douce et limpide, claire et sans artifice. Et c'est normal, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, ils se réveillent, ils font mais comment on a pu laisser passer ça, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc tout ça, vous allez le découvrir dans le film, donc en janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. David, merci. Mais merci à toi. Avec plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre hype par rapport au film. Abonnez-vous, mettez la cloche comme d'habitude. Mettez la cloche, là ça marche bien, mettez la cloche. Bien, mais la cloche nous a saoulé pendant un petit peu. Tout le long de la vidéo. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Bisous. Nous allons maintenant passer à l'interview de Fabrice Duvels sur le film Inexorable. J'espère que celle-ci vous plaira. Bon visionnage. Alors, bonjour Fabrice, on est ravis de te recevoir. Et donc, on va te poser quelques questions par rapport au film Inexorable, et qu'on a eu la chance de voir au FEFS. Ouais, carrément. Et donc, du coup, David va te poser la première question. Pourquoi avoir choisi le sous-genre de Home Invasion ? Je ne me suis pas posé vraiment la question comme ça. Au fond, j'avais envie de faire un vrai thriller, presque un film noir, donc dans le sens où le film noir ne fait que des victimes. Donc ça pourrait être une définition du film noir. J'avais envie surtout de faire un thriller tendu, quelque chose qui soit peut-être un peu plus classique et familier au début, qui ait les contours d'une certaine familiarité, et puis après qui emmène le spectateur vers des tourments et des turpitudes intenses. Et avec une construction et une écriture qui soit véritablement soutenue et qui tendent le spectateur et qui procure surtout un plaisir immédiat, quoi. Donc c'est un film que j'ai fait en réaction à Adoration, qui était peut-être un film plus difficile, plus clivant et un film d'errance en fait. Donc ici j'avais vraiment envie de me confronter à quelque chose de beaucoup plus rigoureux dans l'écriture. Je te parle de l'écriture ici. Après, la réalisation, c'est autre chose. On a conçu le film de manière néoclassique, c'est-à-dire à l'antithèse de tout ce qui se fait pour l'instant. Donc une caméra qui est pratiquement très en retrait. Pas une caméra qui bouge de partout. Voilà, c'est ça. On a essayé d'être le plus discret, de resserrer. Donc, mais à aucun moment, alors c'est sûr que le home invasion ou le thriller érotique, en tout cas, je parlerai plus de thriller érotique. Ouais. J'avais envie de faire un thriller érotique, comme tous ces thrillers érotiques que j'adorais dans les années 90, mais de le mettre un peu à la sauce d'aujourd'hui. Alors bien sûr, les thrillers des années 90 ont un regard sur les femmes qui est complètement différent. Aujourd'hui, donc il y avait ça qu'il fallait prendre en ligne de compte. Mais ma volonté réelle ici, c'était vraiment de faire un film pour le public. Pour le public, c'est toujours un peu grossier de dire ça, mais j'avais envie que le public ait un plaisir, un kiff, quoi. Tu vois, que le public soit plongé dans un truc qu'il a l'impression de reconnaître, et puis doucement, il dit mais qu'est-ce qui se passe ? Comme quand on était gamin et qu'on regardait des films comme Misery ou Fatal Attraction ou La main sur le berceau, des choses comme ça. Mais c'est ça, parce qu'on a été happé par le film du début à la fin, quoi. On voulait savoir ce qui se passait petit à petit. Et comme je t'ai dit, ça monte crescendo. Et c'est un petit bijou, quoi. Puis il y a un enchaînement d'actions de Gloria qui fait que petit à petit, elle s'installe tranquillement, sans pression, on se voit pas. Puis d'un coup, putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Tu la connais? Ça, c'était assez marrant. Par rapport au thème que tu abordes, tu abordes souvent les thèmes de l'amour et souvent aussi le thème de l'être, un être de la famille qui manque. Est-ce que c'est des thèmes qui sont... est-ce que c'est un hasard que ça revienne dans tous tes films, ou est-ce que c'est une envie, ou est-ce que c'est... Je sais pas. Ça, c'est parce que, tu vois, probablement j'ai fait quelques films, alors forcément, il y a des trucs qui reviennent. Là maintenant, comme effectivement j'en ai fait quelques-uns, donc je peux être un peu plus conscient des trucs, de mes marottes, quoi, de mes petites obsessions. Mais tu vois, au fond, il y a des choses dont vraiment je ne suis pas toujours conscient quand j'écris, en tout cas quand ça se cristallise, c'est-à-dire que tu peux toujours avoir des intentions au départ,
Tu peux toujours te dire, ok, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais le construire comme ça, etc. Mais au fond, avec le temps et la maturation, il y a quelque chose qui se cristallise dans tes intentions, dans les sujets que tu développes. Mais là, tu vois bien que la manière dont c'est traité, c'est très différemment de ce que j'ai pu faire, par exemple, dans Calvaire, Alléluia ou Adoration. Parce que je crois qu'il y avait une volonté d'écriture beaucoup plus soutenue. L'écriture, c'est une partie du chemin. Et moi, je ne pense pas filmer des scénarios, mais ici, je me suis posé la question, en tout cas, de l'efficacité. Ouais. Je me suis vraiment posé la question de l'efficacité. Je me suis posé la question des règles du thriller. Et forcément sa gradation, la tension qui monte. Et effectivement, tout ça est traversé de certaines de mes obsessions récurrentes, en effet. Mais pour être tout à fait honnête, je ne suis pas forcément conscient des choses. Alors, bien sûr, le personnage de Gloria revient. C'est une Gloria qui est particulièrement complexe ici. On voit bien que c'est une Gloria qui est tiraillée entre son machiavélisme, son plan diabolique et sa pulsion, sa pulsion et sa volonté d'amour infini, absolu, et son impossibilité en tout cas. Donc voilà, mais encore une fois, et de plus en plus, parce que j'en ai fait souvent et pas mal, et je me rends compte que parler des intentions et parler des référents et enfumer les gens et pérorer et faire le malin comme ça, tu vois, au fond, ici, encore une fois, mon objectif vraiment, et très sincèrement, c'était que vous kiffiez, que les cinéphiles kiffent, mais que les amis de ma mère kiffent aussi, tu vois. Ouais, okay. Et je voulais que voilà, la scène, la salle était pleine hier, beaucoup de gens ont aimé le film, j'en étais vraiment ravi, mais je sais que c'est pas le vrai public, c'est un public de cinéphiles qui connaît, tu vois, quand même pas mal de choses dans un certain cinéma. Mais ce que j'espère maintenant, c'est rencontrer un autre public qui ait le même plaisir, différemment, qui ne se pose pas les questions que vous vous posez parce que vous êtes des cinéphiles et vous avez un regard sur le travail de certains metteurs en scène. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de plus accessible pour le public. C'est ça, c'était une volonté d'ouvrir mon propre cinéma et de le rendre immédiatement perceptible. Exactement, parce que c'est vrai que Calvaire, si on le met à... c'est pas ta mère ou la tienne, c'est vrai qu'ils vont faire ah. Mais Calvaire s'est installé avec le temps, mais croyez-moi, vraiment, Calvaire a été très très mal reçu à l'époque. Je me souviens quand même de gens qui étaient particulièrement énervés contre le film, d'une presse qui était particulièrement haineuse ou indifférente au film. Et, il y avait des gens qui aimaient beaucoup, beaucoup le film. En fait, je me rends compte que finalement, mon cinéma est toujours très, très clivant, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui peut parfois m'interpeller. En tout cas, je me dis, mais comment je peux faire pour englober plus de monde, sans perdre l'essence de mon travail, hein, je l'ai fait parfois. J'ai été faire un film à Hollywood, j'ai fait un film avec Thomas Langman, ça s'est pas très, très bien passé. Je me rends compte que, voilà, c'est... Comment en fait trouver la manière de trouver le public tout en gardant l'essence et ma voix et ma singularité. Oui. Ah bah, c'est super intéressant. C'est par rapport à la question là. Est-ce que vous prenez en compte en fait les réactions et l'avis du public quand vous réalisez vos longs métrages? Ah oui, mais toujours, vraiment. Je sais que j'ai un peu cette réputation d'être un réalisateur un peu difficile, un peu exigeant, un peu casse-couille. Mais au fond, je suis très attentif au retour. C'est-à-dire que moi, ça me fait terriblement souffrir quand un de mes films fait quelques milliers d'entrées. Je me dis, mais voilà, comment faire, quoi? Alors, les films s'installent sur le temps. Je vois bien que c'est des films qui gagnent toujours un peu avec le temps, un peu modestement, mais qui gagnent avec le temps. C'est des films qui s'installent, c'est des films qui sont vendus, qui se baladent un petit peu dans le monde, mais j'aimerais à un moment donné accéder à quelque chose, simplement parce que je suis un metteur en scène ambitieux aussi et que j'ai envie de toucher à des sujets qui seraient plus ambitieux pour pouvoir déployer quelque chose dans mon cinéma. Mais c'est le grand conflit c'est le grand combat de plein de gens, hein, plein de gens avant moi, et donc mais je me plains pas, hein, les gars, je travaille et je travaille de manière constante et j'arrive à faire mes films,
Après, c'est toujours un ratio entre ton ambition et l'économie de ton film. Il y a beaucoup de boîtes de prod qui te suivent aussi. Oui, malheureusement, écoute, voilà, c'est toujours une histoire de ratio, de cohérence. Oui. Il faut toujours trouver la cohérence par rapport. Là, Inexorable, c'est un film qui n'est pas très cher. Donc c'est un film, j'espère que tout le monde s'y retrouvera. Et maintenant, voilà, on va voir un peu comment les temps sont incertains. Vous voyez bien, on est en post-Covid, vous voyez bien qu'il y a des films qui cartonnent. Enfin, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a des films qui cartonnent, puis il y a des films qui ne marchent pas, quoi. Je pense que les habitudes des gens ont changé. Donc, est-ce que ce film va trouver une audience? Est-ce que la presse va suivre? Par contre, je pense que c'est un film qui, en stream, ou va se balader, mais on souhaite toujours le meilleur et on ne sait jamais comment ça va se passer. Et surtout, ça peut se débrider favorablement avec la palme française, tu vois, un film franco. Alors ça, c'est une question, je sais pas. Ça, on va voir un peu comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. C'est une inconnue, vraiment. Ouais. Du coup, j'ai une question qui est très what the fuck. Alors, faut que tu te prépares. J'ai une théorie, en fait. Comme quoi, il y a une espèce de Fabrice Duvels univers, tu vois. Dans le film Inexorable, il y a Bartel. Oui. Il y a Bartel. Bartel, il était dans Calvaire. Ouais. Et donc, il y a aussi Jackie Berroyer qui est là, qui fait son retour. Ça fait plaisir de le revoir et tout. Et il y a des petits trucs qui m'ont fait tilter. Alors, je t'expose. Tu n'es pas obligé de me répondre, tu peux me prendre pour un fou. Mais regarde, dans le film Grave, il y a Laurent Lucas, d'ailleurs ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans des films, qui était donc aussi dans Calvaire. Et donc dans Calvaire, bon, il a pris cher et tout. Et dans Grave, attention spoiler, il a pris cher aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ah oui, bien sûr. Je fais un petit lien rapidement. Dans Grave aussi, on a une scène qu'on retrouve aussi dans Inexorable, une scène où elle se mord le bras. Quelqu'un se mord le bras. Oui, c'est vrai. C'est très très... J'ai fait le rapprochement. Aussi dans le cinéma de Julia Ducournau, on a une scène dans ces films où il y a une danse à un moment qui sort de nulle part, un peu onirique, un peu... Tu vois, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire quelque chose. Il y a quand même une volonté de la réal de dire quelque chose. Et dans Inexorable, il y a aussi un peu ça. Suis-je fou? Écoute, je connais Julia, on n'est pas forcément amis, pour être tout à fait honnête. Je respecte son cinéma. Ok. D'accord. C'est la réponse si tu es fou. Non, je respecte son cinéma. Je dis encore une fois, je n'ai pas... je pense qu'elle fait un cinéma qui est très hypé. Faut voir comment les choses vont se passer, mais je respecte son cinéma. Voilà, sans plus, sans délire. Et maintenant, on va voir comment son intronisation, en tout cas cette Palme d'Or, va pouvoir générer est-ce que ça va générer quelque chose dans le cinéma français? En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes. Et puis surtout que ça secoue un peu le truc qui ronronne un peu, quoi. Maintenant, voilà, écoute, on pourra en parler longuement, peut-être pas ici. Voilà. Juste une question, si tu avais le budget illimité, est-ce que tu ferais quelque chose de différent ou est-ce que tu préfères travailler avec des budgets? Enfin, tu vois, quand on voit Message from the King, j'imagine que tu as eu un plus gros budget. Oui, mais c'est pas un cinéma qui te ressemble, c'est plus... C'est-à-dire que quand tu tournes à Los Angeles, c'est tout de suite, tout est beaucoup plus cher, surtout quand c'est des films union, donc tu vois, des films syndiqués, c'est tout de suite très très cher. Donc finalement, j'avais un peu plus d'argent, mais au bout du compte, je m'aperçois que je suis plus pauvre que jamais. Tout ce que je veux, je peux pas l'avoir parce que c'est impossible. Non, moi j'aime bien travailler en famille. Tu vois, j'ai un petit clan, j'ai une équipe, on est très... On commence à bien se connaître, on commence à être des bons artisans, quoi, chacun dans notre domaine. Donc ça, c'est assez jouissif. Maintenant, effectivement, si j'avais plus d'argent, je ferais des choses peut-être plus ambitieuses. Mon prochain film est beaucoup plus ambitieux. Voilà, on va voir si on trouve l'argent pour le monter. C'est sûr qu'il y a des adaptations que j'aimerais pouvoir faire, mais ça coûte de l'argent, donc c'est toujours la même chose. C'est sûr que si je pouvais avoir un succès un jour, ça aiderait. Oui, évidemment. Et grâce à ce film, peut-être. Peut-être. Franchement, on te le souhaite grandement parce on peut dire que c'est un huis clos. Complètement, complètement. C'est un huis clos, unité de temps, de lieu, d'action. C'est presque un huis clos un peu théâtral. On a vraiment des personnages
Voilà, oui, complètement. Après, suite à Adoration, où on était vraiment dans des espaces, dans des grands espaces, c'est vrai que là, on est dans un truc vraiment claustrophobique. Et ça marche bien, quoi. C'est les contrastes, en fait, c'est les contrastes d'espace, tu vois. En fait, tu as cette maison qui a l'air complètement énorme. Enfin, c'est sûr que cette maison fait 5000 mètres carrés. C'est un petit château de la Loire. Hein. Mais tu vois bien comment tout ça, la mise en scène est rétrécie et devient carrément claustro, quoi. Avec une installation de l'espace qu'on a essayé la plus accessible tout de suite, que le spectateur puisse comprendre l'espace dès le premier quart d'heure. Ouais, ça c'était très bien, mais en plus, avec l'utilisation des lumières, tu utilises les problèmes de rénovation du lieu pour des leviers scénaristiques et tout. J'ai fait mon métier. Ok. J'ai fait mon métier, j'ai simplement, tu sais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que avec mes deux Manu, donc le chef opérateur qui est Manu Dacos et Manu de Meulemester qui est mon chef déco et un peu mon directeur artistique, on a énormément d'expérience maintenant et on travaille vraiment comme des artisans en fait. On n'invente rien, hein, on travaille un peu comme des anciens, quoi, comme les gens travaillaient il n'y a pas si longtemps. Donc on choisit un lieu, après on essaie de voir les matières du lieu, ce qu'on peut utiliser, comment l'éclairer, le problème des sources, de la lumière, tout ça. Puis après on met les acteurs dedans et on voit un peu comment ça fonctionne. Sauf que là, la problématique, c'était ce lieu, moi, m'a fasciné. Mais c'est comment tu appréhendes en fait un lieu qui fait 5000 mètres carrés, comment tu l'organises, comment tu l'articules en fait dans ta narration. Donc ça c'était un problème et donc on a beaucoup travaillé en amont pour penser ce lieu et se dire voilà qu'est-ce qu'on fait, quels sont les liens à la dramaturgie. Tu vois bien que cette maison, cet escalier, tout ça, bon c'est peut-être parfois un peu symbolique, mais c'est comme ça qu'on l'a voulu. Mais tout ça sont des éléments dramaturgiques, c'est pas juste des éléments pour faire joli. Et idem pour la lumière. On sent que c'est étroitement lié, quoi. Le scénario, absolument. Le décor, la lumière, tout est emboîté, quoi. Oui, absolument. Il y a des fondus avec l'escalier qui part sur. Merde, je me rappelle plus son nom, c'est. Gloria, pardon. Ouais, et puis elle se retrouve elle-même sur un escalier avec. On sent qu'on est dans sa tête un petit peu. Il y a des choses comme comme ça. Palourde qui allume la lumière dans un moment de malaise parce que on est là, même nous en tant que spectateur, on fait mais pourquoi c'est qu'il est dans le noir là, qu'est-ce qu'il fait, c'est gênant, vite fais quelque chose. Et là il sait plus sur quel pied danser et tout. Non, c'est bien, on arrive à s'identifier à des personnages qui eux-mêmes sont perdus, qui sont en quête de quelque chose, ils sont tous en quête de quelque chose, ces personnages. Et nous aussi, spectateurs, on est en quête de la vérité, quoi, tu vois, parce qu'on sait pas ce qui se passe. Mais il n'y a pas vraiment de personnage central, c'est-à-dire que tu vois bien que c'est une pièce à 4. Avec un chien, mais le personnage principal, on pourrait même dire que c'est carrément le mensonge originel. C'est le mensonge qui révèle tout ça. Après, tu as la figure spectrale de Gloria, parce qu'on parlait de thriller érotique, etc., mais il y a aussi la dimension film de fantôme. C'est-à-dire qu'on a cette Gloria qui revient tel un fantôme dans cette maison, un spectre du passé qui est peut-être la représentation organique en fait de ce mensonge et qui va révéler en fait toutes les turpitudes et les mensonges de tout le monde. Et ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, en tout cas à construire, à sonder. Puis la complexité du couple aussi, ce couple de 25 ans, leur intimité, on voit vraiment comment ça se passe. Elle le domine socialement. Lui est probablement un prolétaire qui a une opportunité et qui a fait le con, mais qui n'est pas un mauvais gars en fait. Il a une dimension presque un peu, et je me compare pas du tout à Balzac, mais balsacienne, c'est un Rastignac, quoi. C'est un petit mec qui a saisi une opportunité et qui à un moment donné en a fait quelque chose et puis qui est enfermé profondément dans son mensonge, qui n'arrive pas à s'en sortir. On voit bien qu'il est dominé par cette femme surtout. C'est la seule manière pour lui de la dominer, c'est dans le rapport sexuel, en l'avilissant. On voit bien qu'à égalité, ça ne marche jamais, quoi. Donc tout ça, en fait, me plaisait beaucoup à creuser avec le concours de mes acteurs. Hein. C'était vraiment un échange, même s'il y avait des choses qui étaient énormément établies, mais c'était en plus, c'était en deuxième couche ou en troisième couche. La première couche, c'était vraiment tout le temps
l'efficacité, ce que je peux provoquer chez le spectateur, les conséquences de chaque scène, de chaque action. Donc c'est la première fois en fait que je me pose ces questions-là comme ça et que j'essaye de faire un film plus cérébral, plus chabrolien en fait dans sa construction. Parce que Chabrol est quelqu'un comme Simenon, parce qu'il y a aussi des accents à Simenon, qui est un auteur que je vénère et que Simenon et que Chabrol a adapté de manière magistrale. C'était vraiment ça, quoi. C'était essayer de construire ce déclin de cette grande bourgeoisie, cette maison. Vous voyez bien, cette maison, elle a connu les grands-parents, le père, le déterminisme social, du mal, comment cette maison reproduit toujours les mêmes choses. Donc il y avait énormément de couches à explorer et à sonder. Mais bon, voilà, tout ça, ça reste parce qu'on discute là et que je peux vous raconter des trucs, mais je ne suis pas sûr que certains spectateurs qui vont aller voir le film vont penser à ça. Je veux dire, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils sortent de la salle et ils disent « Ah ouais, pas mal, hein, super, on a kiffé ». C'est ça que je voulais entendre. Okay, c'est que ça que je voulais entendre, en fait. Bah, franchement, nous, on a kiffé en tout cas. Tant mieux. Et donc voilà, donc on invite les viewers à aller regarder le film en salle quand il va sortir le 22 janvier, si je ne dis pas de bêtises. 26. Ouais, ça peut changer, hein, mais normalement, c'est le 26. Ça roule. Bah, écoute, merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup. Merci d'avoir accordé du temps. Merci. Et puis voilà. Et puis bonne continuation, quoi. Bah ouais, on te souhaite le meilleur pour la sortie de ton film, quoi. Merci les gars. Merci.